Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de cuisine maison pour maigrir, de marcher 15 minutes mais vite et de fatigue mentale. Alors pour ceux qui sont restés connectés au site, j'espère que vous n'êtes pas restés connectés ce week-end, que vous avez pu profiter de votre été, du mois d'août et possiblement de la canicule. Enfin, je sais pas où si vous vous trouvez dans le sud de la France ou même je pense un peu partout, parce que je pense que quand il fait chaud partout en France maintenant. Là, les nuits sont un peu compliquées. Il faut se laisser le temps de se réadapter à la réhausse de la chaleur. Vous savez, souvent on dort mal les premières fois qu'il fait très chaud, mais après on s'y habitue. D'ailleurs, allez voir, je vous ai publié un article sur le site à lire sur plein de méthodes des pays chauds, enfin des gens qui vivent dans les pays chauds pour justement rafraîchir leur maison. Alors il y a des astuces, que ce soit si vous êtes locataire ou propriétaire, c'est-à-dire où il va falloir mettre la main au porte-monnaie, et d'autres qui sont vraiment adaptables tout de suite, quoi. Des choses où vous n'avez pas besoin de percer les trous dans le mur ni rien. Donc allez voir sur mon site l'article en question. Donc nouveau, également, j'ai sorti ce week-end comment rester sec et musclé toute l'année sans faire n'importe quoi. Alors ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont... Alors là, on sort vraiment... Bien sûr, ça reste santé, hein, bien sûr, c'est quand même l'objectif principal, mais on bascule non plus dans le sport uniquement santé, mais vraiment dans le sport abdos apparents, d'essayer vraiment le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire la prise de masse musculaire et la perte de graisse, ou plutôt le maintien de la masse musculaire, voire le gain, si on débute ou si on reprend, et d'avoir le physique le plus maigre possible. Quand je dis maigre, c'est-à-dire en termes de taux de graisse. Ça, vous avez beau retourner la question dans tous les sens, il n'y a pas 36 000 solutions. Quand il y en a qui vous disent: «On est tous différents», non, non. Si vous voulez avoir un physique comme ça, même avec la meilleure génétique du monde, il faudra avoir une approche comme ça. Donc imaginez bien qu'avec la pire, c'est pareil. Et alors, c'est la méthode qu'utilisent globalement tous ceux qui font et du shooting photo pro pour le fitness, vous savez, pour faire des catalogues, des trucs comme ça. Alors moi, je les appelle les mannequins, mais aujourd'hui, on appelle quoi ça? Des influenceurs, des modèles, j'en sais rien. C'est l'approche qu'ils ont parce que c'est celle qui fonctionne de toute façon depuis longtemps. Alors, disons que ce sont pas des méthodes modernes. Je vous avance pas et là, je vous donne pas une découverte, hein. C'est vraiment quelque chose qui se fait depuis des années, mais qui n'est pas c'est pas très séduisant à mettre en avant, en fait. Pourquoi? Parce que les gens aiment bien la nouveauté, et surtout dans le monde du fitness, les gens attendent que le secret soit enfin dévoilé. Sauf qu'il y a pas de secret. Souvent, ce sont des méthodes qui ont fait leurs preuves. Elles sont souvent mal interprétées. Par exemple, globalement, nous, en France, les protéines, c'est vraiment un échec. C'est-à-dire que,
le discours autour des protéines, l'alimentation protéinée ou même les compléments alimentaires de protéines, c'est un échec total. C'est-à-dire que le grand public pense encore que c'est nocif, que ce soit par l'alimentation ou par la supplémentation. Il y a vraiment toute une, comment dire? Toute une je sais pas qui c'est qui a lancé ça, mais toute une enfin si, je sais d'ailleurs, c'est début des années 2000, on sait que celui qui a lancé le régime hyperprotéiné, du coup, ça a contaminé les esprits de tout le monde comme nocif. Or, c'était pas les protéines le problème, mais bon. Heu Aujourd'hui, alors dans les tréfonds des passionnés, il y a même la viande qui commence à reprendre, son essor. Je sais pas si on peut dire les choses comme ça d'ailleurs, qui on commence à prendre un petit peu qui recommence à séduire, certaines personnes, l'alimentation carnée en gros, hein, et donc bon bref. Donc si ça vous intéresse, donc c'est pour rester sec sans perdre de muscle en fixant, un quota de protéines et sa répartition dans la journée, savoir quoi manger concrètement avec la liste des aliments pour sécher et garder des muscles, enfin ses muscles. Un menu hyper protéiné prêt à l'emploi, par exemple pour une personne de 70 kilos. Parce qu'évidemment je peux pas mettre des exemples pour tous les poids. Donc j'essaye de trouver un poids, à peu près, ni trop haut, ni trop bas pour essayer d'avoir quelque chose de moyen, mais c'est pour donner des indications. Alors éviter les erreurs, qui surtout qui ruinent la sèche assez facilement, alors que enfin les gens n'y prêtent pas attention et pourtant c'est souvent là que se cache ce qui est responsable en fait des derniers centimètres, sous le nombril de tissu adipeux, hein. Après, je vous ai mis une checklist des habitudes, tableau des protéines, exemple de diète de sèche. Alors, tableau des protéines, c'est pas, combien il y a de protéines dans un steak, quoi. Vous verrez, le tableau c'est le genre de truc que vous pouvez vraiment mettre sur votre liste de courses pour, choisir vos protéines, mais pas en fonction du taux de protéines. Vous allez voir que le raisonnement, il est quand même un peu plus malin que ça, quoi. Et bon, bah, vous avez le format, c'est une vidéo, un PDF. Une vidéo plus un PDF, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, contrairement à ce que je peux voir partout, où regarder une vidéo, c'est bien, elle est très riche, mais il y a des tas de choses à retenir et si on n'a rien sous la main ou qu'on est sur son téléphone, et en même temps on peut pas noter donc moi j'ai fait tout ça pour vous. Vous avez le PDF, mais ça ne dispense pas de voir la vidéo. C'est toujours pareil, il y a des gens qui veulent essayer d'interpréter à leur sauce les notes du PDF, sauf que sans la vidéo, c'est compliqué. Puisque la vidéo, vous savez, le PDF, c'est la théorie, la vidéo, c'est plutôt la pratique. Donc, je parle de la théorie évidemment, mais également de la pratique, puisque moi je pratique, les régimes, je pratique le fitness, je pratique, depuis maintenant, depuis que j'ai 17 ans et j'en ai 38. Donc, je commence à avoir un peu de bouteille dans le fitness et je sais plus dans quel livre j'avais lu ça. Heu, En théorie, la pratique et la théorie, c'est la même chose, sauf, qu'en pratique, on se rend compte que la théorie, c'est différent de la pratique, quoi. Donc, en théorie, la théorie et la pratique, c'est la même chose, mais en pratique, ça ne l'est pas, en gros. Et c'est pour ça qu'il faut faites attention à un discours purement théorique quand vous avez que des arguments scientifiques et pas du tout de pratique derrière. Parce que en théorie, c'est la même chose, que vous allez retrouver en labo et sur le terrain. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que les choses peuvent différer. Pas de beaucoup, mais souvent on a tendance à pas pouvoir bien c'est très difficile, par exemple internet, vous dit, tout un tas de choses et cetera, mais quand vous êtes après sur le terrain, vous vous rendez compte que, vous ne vivez pas du tout la chose de la même façon, donc c'est pas du tout exploitable. C'est pour ça que Le faites attention à la théorie pure, quoi. J'ai vu beaucoup de choses sortir, Madine GPT, avec, «Oui, mais c'est scientifique, il va me chercher les sources scientifiques» et cetera. Oui, 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 d'accord. Faites attention. Voilà. L'humain qui a poussé de la barre, pendant des années, même sans avoir été curieux et fait des recherches, il apportera beaucoup plus en termes de réflexion, en termes de vécu et tout. À beaucoup de personnes et ça, enfin, ça, faut faire attention, quoi. Alors évidemment, les 2 c'est mieux, hein, quand on a la casquette théorique et la casquette, pratique, mais faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a on est vraiment dans un basculement où si c'est pas scientifique, c'est rien, quoi
Et ça, c'est, à mon sens, un peu dangereux puisque les idées viennent de la non-science à la base, hein, les théories. D'ailleurs, la méthode scientifique, à la base, c'est pas la science. Regardez ce qu'est la méthode scientifique, c'est la science, enfin quand la science arrive, même si la méthode scientifique, c'est la science, d'accord, mais ça part d'abord d'une observation, de quelque chose dans le réel ou pas d'ailleurs, hein, ou même d'une expérience de pensée qui vient pas de la science à la base. Et c'est après par la science qu'on veut et c'est qu'on on a une hypothèse par rapport à quelque chose et par la science, on va tenter de voir si cette hypothèse est juste ou non, et reproductible, enfin bon bref, vous avez compris. Mais sans ça, il faut d'abord une idée, une observation, une hypothèse, quelque chose, quoi. Donc et ça beaucoup l'oublient et ils veulent partir d'abord de la science, ce qui est problématique. Sinon il y a plus de découverte. Et oui. En gros, c'est qu'est-ce qui se passerait si et on essaye de faire une hypothèse, bah, certainement ça parce que X, parce que Y et derrière on essaye d'étudier, de faire des calculs, de faire de la science pour prouver ça. Est-ce que l'étude qui va sortir par rapport à cette hypothèse va être bien reçue, validée par les pairs et cetera et puis est-ce que c'est possiblement reproductible, quoi? Bon bref, je peux vous faire un cours sur la méthode scientifique, ça n'est pas le sujet. Donc la cuisine maison fait perdre 2 fois plus de poids que la nourriture industrielle, premier sujet. Donc des chercheurs de l'University College London ont mené la première étude de terrain comparant un régime à base d'aliments ultra transformés, donc les UPF, hein, et un régime composé de plats faits maison et peu transformés. 55 adultes ont été répartis en 2 groupes et ont suivi les deux régimes pardon, pendant 8 semaines chacun, avec 4 semaines de transition. Les repas étaient livrés à domicile et respectaient des recommandations nutritionnelles officielles en protéines, glucides, fibres, fruits et légumes. Alors pas lipides, bizarre. Ah bah oui, pas lipides. Les participants pouvaient manger à satiété. Résultat, ceux qui mangeaient des plats minimalement transformés ont perdu 2% de leur poids, soit 2 fois plus que ceux qui mangeaient des plats ultra transformés, donc 1% de perte. L'étude précise que cette différence provient principalement d'une diminution de la masse grasse, sans perte musculaire, et que la réduction de l'apport calorique, donc 290 kilocalories par jour contre 120 kilocalories par jour, est survenue spontanément. Sur une année, on estime que ce régime entraînerait 13% de perte de poids chez les hommes et 9% chez les femmes, contre 4% et 5% avec un régime ultra transformé. Donc on perd bien dans les 2 cas, hein. C'est là où on rejoint les gens qui disent: «Oui, mais vous pouvez quand même maigrir avec la diète ultra transformée». Oui, mais 2 fois moins, en fait. Donc est-ce que vous avez 2 fois plus de temps pour perdre du poids? Est-ce que vous êtes, moi, c'est toujours ce que je me dis, quoi. En outre, les participants ont signalé une meilleure maîtrise des envies alimentaires et une réduction du nombre de pulsions, du nombre de pulsions, vous savez, les pulsions spontanées de manger n'importe quoi. L'amélioration du contrôle des fringales était 2 fois plus important avec les plats maison, 4 fois plus, pour les envies salées. Selon le professeur Chris Van Tulken, je pense que ça se prononce, cette recherche montre que l'industrialisation des aliments joue un rôle majeur dans l'obésité. Il plaide pour des politiques ciblant l'environnement alimentaire plutôt que la seule responsabilité individuelle. Bah les deux, hein, responsabilité individuelle, vous savez ce que j'en dis. Je trouve qu'elle est mal utilisée aujourd'hui puisque, en fait, même les gens qui veulent défendre les gens en surpoids s'attaquent aux mauvais, en fait, ils disent: «Oui, mais il faut pas les stigmatiser, ils ne sont pas toujours responsables ou pas à 100% responsables», donc on voit toujours la responsabilité sous l'angle négatif. Sauf que la responsabilité, ça peut être vu sous un angle positif. C'est-à-dire, moi, je vous l'ai déjà expliqué, mais pour moi, se re-responsabiliser par rapport à son surpoids, quand moi j'étais en surpoids il y a des années, j'ai pris mes responsabilités, c'est-à-dire j'ai pris conscience de ce que je mettais dans mon assiette au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, et quel était mon comportement quand je passais devant un distributeur de barres chocolatées, quel était mon comportement quand j'allais me faire un fast-food, quel était mon comportement quand j'allais faire les courses, etc. Donc j'ai pris mes responsabilités par rapport à ça. Mais de reprendre ses responsabilités, qu'est-ce qui se passe? En fait, on regagne sa part de liberté. Parce que quand on est toujours en disant, faut pas stigmatiser, faut pas, ils sont pas responsables, et tout ça,
c'est très bien de stigmatiser, il faut pas, hein. C'est enfin, OK, d'accord, on est tous égaux en droit, machin. Ça, y a pas de problème, je suis d'accord. J'ai été en surpoids, je sais ce que c'est, je connais la souffrance. Mais il il faut faire attention au discours parce que de dire: «Ça n'est pas de leur faute, ça n'est ils sont responsables de rien et tout», moi, si j'avais entendu ça quand j'étais en surpoids, je n'aurais jamais pris mes responsabilités et je n'aurais pas eu la liberté d'agir. En fait, on m'aurait emprisonné dans quelque chose de plus grand que moi, en fait, de quelque chose qui ne dépend pas de moi. Or, le surpoids dépend en partie de nous. Alors effectivement, nos gènes, on n'a pas choisi nos gènes, à notre naissance, hein. On n'avait pas une liste d'options comme une bagnole et en fonction, on a choisi. Non, on prend ce qu'on nous a donné, hein, et après en fonction de ça, on essaye de les exploiter au mieux. Mais ça fait partie de nos responsabilités. Et là où je veux appuyer, c'est qu'ayant vécu ça, je me sens beaucoup plus légitime à en parler déjà que certains qui vous expliquent comment maigrir, alors qu'eux n'y arrivent pas ou alors eux n'ont jamais été en surpoids. Donc ils ont ni le vécu physique, ni psychique. Et il faut arrêter de vouloir toujours caresser, les gens en surpoids non plus dans le sens du poil. Évidemment, faut pas les insulter, faut pas mais comme n'importe quelle personne, mais faut pas non plus les prendre pour des teubés et des gens qui sont fragiles, hein. C'est des gens c'est des humains avec des émotions, avec toute une palette d'émotions. Hem mais par contre, ce que je veux dire moi, c'est que la responsabilité individuelle, ça redonne de la liberté. Donc si vous faites partie des gens, si vous êtes en surpoids encore ou si vous vous êtes remis en surpoids pour une raison X ou Y, ça peut arriver, un événement de vie. La responsabilité, en fait, dites-vous une chose, c'est que ça vous redonne de la liberté. Et si vous faites partie des gens qui aimaient être libres, eh ben, ça passe par la responsabilité. Parce que la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus subir le surpoids comme quelque chose de plus grand que nous. Ou le sous-poids, hein, si vous êtes en sous-poids, ça peut marcher aussi. À partir du moment où on se dit: «J'ai une part de responsabilité là-dedans», et ben, ça ouvre le champ des j'aime pas des possibles, ça fait un peu ésotérique, mais les choix, quoi. Les autoroutes, enfin les routes s'ouvrent, on a plusieurs directions. Ou on choisit, de rien faire, ou on choisit de faire un peu, beaucoup, passionnément, à la folie même, j'ai envie de dire. Et on se retrouve à justement, reprendre, la liberté de se remettre en forme ou non, quoi. Et ça, je pense que c'est important, parce que, si moi vous savez, j'ai été bercé dans un discours, que ça soit autour de moi, mais même déjà ce qui se disait au-delà du cercle familial, que c'est dans les gènes, que c'est, inné, que c'est, enfin c'est comme ça en fait le surpoids, on n'y peut rien. Et le hasard a fait que j'ai eu la chance d'avoir ou de la naïveté ou un esprit un peu critique à un certain âge pour me lancer de prendre la liberté d'agir. Mais je me suis rendu compte qu'on avait un pouvoir, et ce pouvoir, moi, j'aimerais le redonner aux gens, quoi, et de leur dire, «Non, non, vous avez quand même un pouvoir d'agir», et les gens le savent, hein, globalement, mais on a un pouvoir d'agir, et c'est très bien. Mais là, pour l'alimentation, ultra transformée, non seulement ce qui est fou quand même, parce que je sais pas si vous avez vu, mais on a un discours, je vais pas dire médiatique, mais on va dire influent médiatique, là, les influenceurs qui sont les nouveaux journalistes, de télé-réalité et compagnie. Donc la même crasse qu'on avait avant à la télé, on la retrouve, dans les contenus, grand public Instagram ou TikTok ou ce que vous voulez. Heu, ils vous caressent dans le sens du poil pour vous dire: «Vous pouvez manger ultra transformé, tout va bien, et faites attention, si vous vous privez d'aliments ultra transformés, vous allez développer des TCA». Ce qui est complètement fou d'ailleurs, hein, parce que des aliments qui sont arrivés récemment ont créé les enlever créerait des pathologies. Donc déjà, leur raisonnement, il est bancal, quoi. Enfin, ça me fait rire, mais bon. Après, je peux comprendre quelqu'un qui aime manger des aliments ultra transformés, il écoute ça, il est rassuré. Mais enfin, moi, ça prend pas. Et ensuite, on voit bien là que les personnes qui font des plats maison ont moins de fringales que les autres. Et ils ont une meilleure maîtrise des envies alimentaires. Donc qu'on m'explique si d'avoir une meilleure maîtrise de ses envies alimentaires quand on et réduire le nombre de pulsions, c'est pas quelque chose qui ressemble à une amélioration des premiers signes de TCA. Et ça, c'est fait quand on fait des plats maison. Donc donc en se passant de plats transformés, en fait, en gros. Donc c'est l'inverse de ce qu'on entend, mais quand vous écoutez ces contenus-là, je sais que vous êtes plus éclairés, hein, mais quand les gens écoutent ce genre de contenu, malheureusement,
on a l'impression que c'est des contenus qui ont été faits en prenant comme, point de départ l'humanité a démarré, début du XXe siècle, quoi. C'est-à-dire où le sucre a commencé à arriver en masse, le sel a commencé à arriver en masse, le beurre n'était plus un produit de luxe, mais un produit, de grande consommation, les farines raffinées sont arrivées. En fait et tout ça ce sont devenus des aliments, limite où on pourrait s'en carencer, quoi. Être carencé en sucre, être carencé en or c'est pas le cas, hein. Attention, hein. Le mais je sais pas, peut-être qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'en passer, donc ils partent du principe que si eux, ils n'y arrivent pas, c'est que l'humanité ne devrait pas réussir, je sais pas. C'est en tout cas, le mieux vaut faire confiance à ce qui nous a maintenus en vie pendant plusieurs siècles, voire des milliers d'années si vous voulez aller plus loin, mais bon déjà plusieurs siècles, c'est déjà pas mal, que de se concentrer uniquement sur les 2 derniers siècles, quoi. Bon. Marcher plus vite, 15 minutes par jour réduit la mortalité. Est-ce que ce serait ça justement le nouveau secret pour vivre vieux et cetera? Donc il y a une vaste étude qui a été menée, sur près de 80 000 personnes, majoritairement noires et à faible revenu dans le sud des États-Unis, qui confirme les bienfaits de la marche rapide. Alors, il faut m'expliquer ce que noir et à faible revenu, ça peut changer dans l'équation, mais bon, eux, ils le précisent. Alors, faut savoir que, très souvent, on précise toujours le maximum de détails dans les études, donc là, ils se sont sentis obligés de le préciser. Il faut aussi savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, heu, il y a certains termes qu'on va utiliser, qu'on n'utilise pas en France. Par exemple, en France, on parle pas d'une race. Moi, on m'a éduqué en disant: «Il y a pas de race». Il y a l'humain, il y a pas la race, blanche, noire. Non, non, c'est aux États-Unis, on parle de race. Mais c'est pas, ni péjoratif, ni c'est juste dans le discours normal, en fait. Donc faut faire attention, l'interprétation culturelle que nous on peut avoir en France, c'est pas forcément la même que eux peuvent avoir aux États-Unis, quoi. Bon bref, parenthèse refermée. Ils ont constaté qu'une marche rapide de 15 minutes par jour réduisait de près de 20% la mortalité totale, tandis que 3 heures de marche lente n'apportaient qu'un faible gain. Donc en gros, aller au musée, ça sert à que dalle, hein. Cet avantage s'étend à toutes les causes de décès, mais est particulièrement marqué pour les maladies cardiovasculaires. Donc le taux de marche rapide nécessaire n'est pas réservé aux athlètes, une cadence qui rend le chant difficile mais encore de parler suffit. Les auteurs soulignent que même si l'activité physique globale est importante, la vitesse de la marche procure un bénéfice supplémentaire indépendant du temps passé à marcher. Donc l'étude renforce l'idée que des interventions simples et accessibles, comme encourager la marche rapide dans la communauté défavorisée, peuvent réduire les inégalités de santé. Oui d'accord, mais tout le monde en profite, hein. Haut, bas revenu, je vous garantis que sortez marcher rapidement, tout le monde en profite. Alors, vous allez voir que petit à petit, on va se remettre à faire du cardio. Et oui, parce qu'en fait, au début, on parlait de la marche, donc les gens, ils voulaient marcher. Après, ça a été la marche ininterrompue. Donc les gens se sont dit: «OK, il faut que je marche, 45 minutes, 1 heure et demie, pour faire ces 10 000 pas, quoi». OK, maintenant, on se rend compte que plus la marche est rapide, mieux c'est. D'accord? Donc on marche moins longtemps, mais plus rapidement. Bon, ben, dans pas longtemps, il va falloir courir, les gars. C'est pour ça, je quand je dis ça, c'est un cercle. C'est même pas la mode, mais on va revenir au cardio, en fait. Alors on y est déjà, mais la marche parce que marcher rapidement, à force, ça devient de la course, hein. Mais ça peut déjà, aiguiller les gens qui alors bien sûr, faire visiter un musée, faire les soldes, c'est mieux que rester assis dans son canapé. Mais marcher très rapidement, c'est mieux que de rester, par exemple, juste à flâner, parce que moi perso quand je fais les boutiques, ce qui m'arrive jamais, donc en règle générale, c'est une fois par an, durant l'été, à traîner un peu dans les ruelles d'un vieux village ou quoi. Si c'est de la marche à flâner, j'ai pas l'impression d'avoir fait du sport, hein, et j'ai pas l'impression non plus, même s'il y a marqué 10 000 pas, à la fin de la journée, j'ai pas l'impression de les avoir faits, donc je pense pas que ça soit très efficace. Par contre, de visiter ou d'aller promener le chien un peu de manière tonique pendant 15-20 minutes, là, on ressent plus les effets. Il faut que le cœur, il tape un peu, quoi. Comme on dit, il faut mouiller un peu la chemise et tant qu'on n'a pas ça, c'est délicat, quoi.
Et c'est vrai que moi, j'aime bien passer chaque journée en ayant un peu mouillé la chemise, que ce soit en faisant le ménage, en faisant des tractions, des swings, en allant marcher, en faisant de la corde à sauter, en faisant de la muscu traditionnelle, peu importe. Et c'est vrai que chaque jour, si on arrive un peu à mouiller sa chemise, là, ce matin, j'ai fait 12 minutes de yoga un peu intense là, voilà, ça m'a déjà fait, un peu du bien. Mais, il faut faire attention au compteur de pas pour le compteur de pas. Parce que si vous êtes, derrière un tiroir caisse toute la journée, à attendre les clients, à vendre des baguettes, vous allez faire plein de pas, mais est-ce que ces pas vont être aussi efficaces que si vous en y aviez fait 15, 20 ou 30, pendant 30 minutes, pardon, 15, 20 ou 30 minutes, à un rythme rapide, c'est-à-dire à un rythme qui vous met dans l'inconfort? Puisque c'est ça, hein, qu'ils disent. Ce serait plus profitable et ça, c'est pas étonnant puisque il nous faut de la friction pour avoir des avantages. C'est-à-dire que c'est comme la masse musculaire, si on faisait des curls avec un poids ultra léger toute la journée, on n'aurait jamais des bras de 40 centimètres de diamètre, quoi. De diamètre, oui, de tour de bras, de diamètre non. Par contre, si on fait, 5, 10, 15 minutes juste sur un exercice très, très lourd, on aura beaucoup plus de chances d'avoir des résultats. Parce qu'en fait, on s'approche de son point de rue. On donne une raison à son muscle de se développer. Il y a une contrainte. Il faut que la contrainte soit suffisante. Et pour le système cardiovasculaire ou pour l'endurance, comme vous voulez, c'est la même chose, pour la VO2 max même. Il faut flirter, faut marcher, sur la limite, quoi. Heu et la limite, c'est toujours difficile parce que la limite, c'est le moment où on peut tenir, mais si on va plus loin, on s'effondre. Donc c'est vraiment ce que j'appelle moi toujours je reprends cette expression du fil du rasoir, c'est toujours ce moment où vous êtes entre «j'en fais pas assez» et «j'en fais trop» et ça, il faut le trouver, hein, ce fil du rasoir. Eux, ils vous donnent des conseils en disant, i une cadence qui rend le chant difficile, mais permet encore de parler. Donc vous pouvez parler, mais vous pouvez pas chanter. Donc mais il y en a beaucoup pour qui vous savez, moi, la marche très rapide, je la trouve plus inconfortable que la course lente. Ouais. Bon, il y en a pour qui préfèrent la marche rapide, hein, mais moi, je trouve des fois la course lente plus facile que la marche très rapide. Parce que la marche très rapide, quand, vous avez une certaine condition physique, elle est vraiment très rapide et c'est pas forcément hyper agréable et il me semble que c'est pas moins traumatisant pour les articulations, hein. Parce que bon, fatigue mentale, le cerveau arbitre l'effort. Alors vous savez, quand, vous avez de la fatigue mentale, eh ben, il peut se passer des choses au niveau de vos entraînements. Vous vous en êtes certainement rendu compte des jours où, bah, par exemple, vous vous engueulez avec votre compagnon, votre compagne, vous avez une mauvaise nouvelle au boulot, vous avez une mauvaise nouvelle, un de vos gosses a fait une connerie et vous êtes obligé d'aller le chercher à l'école et ça vous a mis du stress. Et ben, cette fatigue mentale ou même vous avez une grosse journée de boulot, cette fatigue mentale, elle vous a conduit à soit sauter la séance, soit avoir du mal à rentrer dedans, quoi. Et bah, il y a des chercheurs américains qui ont montré que lorsqu'on se sent mentalement épuisé, 2 zones précises du cerveau discutent pour décider si on continue ou si on abandonne. Donc en gros, est-ce que ça vaut le coup ou non de continuer cet effort parce que je suis déjà rincé, quoi. Donc dans cette étude, c'était des jeunes adultes qui devaient mémoriser des séries de lettres de plus en plus difficiles tout en étant motivés par de l'argent. Et oui, la meilleure 2 motivations dans la vie: argent, sexe. Plus la tâche devenait compliquée, plus ces 2 zones cérébrales, l'insula et le cortex préfrontal pardon, s'activaient. En clair, le cerveau mesure l'effort à fournir et selon la motivation, choisit de continuer ou non. Cela explique pourquoi, quand on est fatigué, on a du mal à persévérer sans vraie récompense. Cette découverte pourrait aider à mieux comprendre la fatigue ressentie dans la dépression ou après un traumatisme et ouvrir la voie à de nouveaux traitements. Alors c'est vrai que moi, la motivation, c'est quelque chose qui est très discutée, très peu comprise. La motivation, honnêtement, souvent les gens, ils vous disent: «Faut avoir un pourquoi, faut avoir un comment, faut machin», faut des grands discours un peu militaires et tout, mais globalement, les gens, ils regardent la vidéo sur le moment, ils ont les yeux tout écarquillés, la tête qui fait des micro-cercles comme ça: «Waouh, je suis trop motivé», la vidéo s'arrête, flemme. Donc c'est un peu ça. Or, la motivation peut se détailler, peut s'expliquer et ça sera justement
à une enquête que je vous proposerai dimanche prochain. Donc, pour le club VIP. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous pour pas la manquer. Donc, on va parler de la motivation à l'âge adulte, pas la motivation quand vous avez 20 ans et que, enfin, 20 ans, on est adulte, mais on n'a pas un âge adulte. Enfin, si, on a un âge adulte, mais on n'est pas adulte plutôt. Et parce qu'à 20 ans, facile de se motiver. On a l'impression qu'on a la vie devant soi et que on peut faire des choix de carrière à la con, puisque de toute façon, on a toute la vie encore pour se décider. À 30, 40, 50, c'est plus la même mayonnaise, hein. Les choix ont été pris, les enfants sont là, on en est à son deuxième, troisième ou quatrième ménage, on va dire, pour certains, voire plus peut-être. Donc il y a tout un tas de choses qui ont épuisé les ressources au niveau psychique. Donc il nous reste une faible dose de volonté au quotidien et le moindre dérapage dans la journée fait que le sport, il passe à la trappe, quoi. Donc on peut changer ça en comprenant ce qui motive à l'âge adulte. Et vous allez voir, hein, c'est pas qu'une partie de jambes en l'air, c'est pas qu'une promotion, parce que heureusement, hein, s'il fallait attendre que le tiers orchestre s'ouvre pour aller faire ses entraînements, non. Mais il y a des micro-motivations on peut vraiment faire quelque chose au quotidien et surtout comprendre comment ça fonctionne. Mais là, ce qu'il nous explique, c'est que quand il y a une motivation suffisante, dans le cerveau, il dit: «Ça vaut le coup de continuer». Mais c'est pas c'est pas la raison en fait. Enfin quoi qu'un peu parce que le cortex préfrontal, il y a la raison là-dedans, mais il y a quand même ce côté où si vous avez une bonne raison de continuer, vous allez continuer. Et c'est pour ça, je sais pas si vous avez remarqué, pour tous ceux qui ont déjà fait des régimes un peu poussés, des sèches, alors moi ça m'est déjà arrivé, vraiment de pousser loin, surtout au début quand on a besoin d'aller nettoyer le tissu adipeux qui était ancré depuis des années. Il y a un moment donné où faire un régime, c'est un peu épuisant et faire un régime type muscu fitness sèche, ça fatigue un peu, plus que le régime, de du magazine de santé et cetera, quoi. C'est un régime qui pousse un petit peu plus dans les retranchements, surtout qu'il y a des entraînements. Alors on mange plus à sa faim paradoxalement, mais c'est un peu plus fatigant parce qu'on réduit juste ce qu'il faut. Parce qu'un régime qui fonctionne, c'est un régime qui épuise. Un régime qui fonctionne, c'est un régime où vous avez un peu faim, pas beaucoup faim, mais juste un peu faim et qui vous fatigue. Un régime qui fonctionne pas, c'est un régime où vous avez trop souvent faim ou jamais faim et vous êtes pas épuisé. Pourquoi? Je vous explique rapidement la notion d'épuisement. Le corps n'aime pas fonctionner avec ses réserves. C'est plus compliqué pour lui d'aller piocher dans ses réserves que d'aller piocher dans du sucre qui circule dans le sang directement par une alimentation constante, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que le sucre est un fléau, parce que les gens ils ont perdu la flexibilité métabolique à tourner aussi bien avec les calories consommées qu'avec les calories stockées. Et puis aussi bien avec les calories qui proviennent des protéines, des glucides et des lipides. Donc les gens souvent ils sont hyper performants pour métaboliser les glucides. Alors quand je dis performant, ça veut pas dire performant pour la santé, parce que métaboliser des glucides sous forme de tissu adipeux, c'est une forme de performance puisqu'on stocke, mais c'est pas bon pour la longévité, hein. Ni pour la santé des artères d'ailleurs, hein. Le sucre, hein. Contrairement à les gens qui pensent que c'est que le gras, que le gras, que le gras. Le sucre, vos artères vont pas aimer l'hyper glycémie, quoi. Mais bon bref, c'est un autre sujet. Heu, Pourquoi j'en suis arrivé à ça? Oui, parce que je disais que le bon régime, il vous fatigue un petit peu. Donc quand vous êtes un peu fatigué, dû au régime, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être plus fragile par rapport aux entraînements et puis à un moment donné, tous ceux qui sont arrivés vers la fin du régime, ils se sont dit: «Mais à quoi bon tout ça? À quoi ça sert d'être sec finalement?» On commence à philosopher en fait. On en oublie les raisons qui nous ont conduits à faire ça et là, c'est là où beaucoup de personnes, on les laisse sur le bord de l'autoroute, quoi. Ils s'arrêtent, terminé, ils se mettent en passager, ils attendent la prochaine aire de repos, ils se posent et puis ils abandonnent, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a toujours des bonnes raisons. C'est un défi personnel, c'est une maîtrise, c'est une liberté comme je disais tout à l'heure. Il y a plein de bonnes raisons de faire un régime, une sèche en muscu, peu importe. Certains vont trouver ça matérialiste, vont trouver ça superficiel, tout ce que vous voulez, peu importe.
Il y avait un choix à la base et je vous garantis quand on arrive au bout, on est hyper satisfait et même pour ceux qui pensent que c'est un sport individuel, c'est là justement où les cartes se retournent. C'est complètement l'inverse puisque quand vous alors c'est individuel, enfin déjà ça ne l'est pas au début puisque pour réussir à faire les choses correctement, il faut s'appuyer sur un sachant, une sachante, enfin quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc quelqu'un qui a déjà avant vous fait une sèche, qui connaît le travail, donc on s'appuie sur le travail d'une autre personne. Donc déjà, c'est pas individuel. Ensuite, vous allez faire votre sèche, votre entraînement et tout ça, votre diète, parfois un peu isolé, parfois non, hein, parce qu'on n'est pas obligé de se couper, du reste du monde pour maigrir, hein. On n'est pas obligé non plus d'être au chômage ni étudiant, hein. Rappelez-vous la première que j'ai faite, je travaillais de nuit, de jour, enfin bon voilà. Et ensuite, quand vous avez réussi et que vous avez un bon physique, vous devenez un modèle pour les autres. Donc vous devenez quelqu'un qui va aider, qui va rassurer, qui va guider les personnes qui ont envie de perdre du poids. Donc ça redevient un collectif. Donc le message passe, en fait, c'est comme un relais. Vous allez avoir les compétences, vous allez pouvoir aiguiller les gens. Parfois rentrer dans des débats un peu houleux aussi, mais globalement, revenez toujours à ça. Celui qui a du ventre et celui qui n'en a pas, on écoute celui qui n'en a pas pour ne pas en avoir. Enfin, c'est qui en avait et qui en a plus, pas celui qui en a jamais eu, hein. Attention, parce que celui qui en a jamais eu, il sait pas enfin, c'est voilà. C'est comme, on peut lire, je peux lire toutes les études du monde, sur comment piloter un avion de ligne et tout savoir en théorie. En pratique, ne me prenez pas l'avion avec moi, OK? C'est un peu la même chose avec, la science du sport, de la sèche et tout. Il faut et le bagage théorique et pratique. C'est pareil qu'un pilote de ligne, hein. C'est voilà. Bref, donc n'oubliez pas que quand vous n'avez pas de bonnes raisons, quand votre cerveau ne trouve pas une bonne raison de continuer la séance, il va pas la continuer. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver les motivations, les raisons, le sens de l'entraînement, les valeurs, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler à un moment donné. Enfin, ça prend pas longtemps, hein. Vous y pensez 3 minutes, même 1 minute, ça suffit. Pendant 1 minute, vous dites: «Mais attends, mais pourquoi finalement je m'entraîne? Vite, je note tout ce qui me vient dans ma tête sur un bout de papier». Faites l'exercice, quoi. Je m'entraîne pour ça, pour être plus beau, pour être plus belle, pour, cet été, pour avoir une santé, pour, courir plus vite, pour vous notez toutes ces raisons-là et vous verrez pendant 1 minute, c'est peut-être au bout d'1 minute si vraiment vous réfléchissez pas en écrivant, si vous laissez sortir tout ce qui vient, vous verrez que vous aurez une liste assez longue et tout ça, ça sera les raisons premières, qui font que vous avez envie de vous entraîner aujourd'hui, quoi. Donc vous verrez que la liste, sera relativement longue. Si vous jouez bien le jeu, comme j'ai dit, que vous y réfléchissez pas, vous faites vraiment du tac au tac, hein. Bon, comment rester sec et musclé toute l'année? Si vous avez envie de savoir ça, donc allez voir, enfin de savoir, de comprendre, parce que savoir, j'aime pas savoir, j'aime pas le mot savoir, je préfère la compréhension. C'était un grand professeur qui m'avait appris ça, Pierre-Marie Liédot. Il y a savoir et comprendre, quoi. Et c'est une grande différence. On sait qu'il faut manger telle ou telle chose pour être sec, mais le comprendre, c'est mieux quand même. Parce que le comprendre, c'est, savoir pourquoi on le fait déjà, mais le comprendre, c'est pouvoir l'appliquer après avec différents scénarios et cetera, quoi. Par exemple, vous allez comprendre, pourquoi il faut manger plus de protéines, pourquoi il faut manger moins de calories et c'est pas juste, une question de chiffres ou de mathématiques. Il y a quelque chose derrière, qui vous permettra de justement de plus jamais, avoir besoin d'être, abreuvé continuellement de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux et tout pour attendre le miracle ou la potion magique, quoi. Là, vous avez les bases. Quand je dis les bases, c'est les bases pour atteindre un physique exceptionnel, hein. C'est pas les bases pour juste, perdre 1 kilo ou 2. Si on applique ça, on a un très bon physique. Après, malheureusement, il y en a qui se perdent en chemin, mais qui se perdent parce qu'ils se font avoir par des méthodes plus séduisantes, type, un seul repas par jour, mais vous pouvez manger une pizza, un kebab, un tacos, ouais, on y va de toutes les machins, hein, pour séduire les gens. Il y a des applis d'entraînement, c'est pareil, ah bah, pas de problème, hein, vous faites juste, 3 mouvements, soulevé de terre, développé couché, squat, et voilà, vous allez avoir un super physique. Bon, on les attend encore, hein, les super physiques qui arrivent à être comme ça. Alors ceux qui l'étaient déjà avant, c'est bon, mais ceux qui non,
on devient juste plus fort, mais pas beaucoup plus musclé. En tout cas, on n'a pas le physique qu'on s'attend à avoir. Limite, on a même un meilleur physique en faisant du crossfit que ça, quoi. Alors que le crossfit, c'est pas le sport de prédilection pour avoir un bon physique. C'est un bon sport pour avoir une bonne condition physique, mais c'est pas un sport de sculpture physique, quoi. On vient pas se sculpter. Le but n'étant pas de créer un corps harmonieux. Le but étant de créer un corps prêt à tout, pas juste un corps esthétique forcément, quoi. Bon bref, moi je reste vraiment focus là-dessus. La forme physique, ça passe par une bonne condition physique, mais moi je mets l'ingrédient supplémentaire qui est l'harmonie du corps. J'ai un point d'honneur, je mets un point d'honneur là-dessus parce que j'aime pas les physiques avec trop d'épaules, pas de pecs ou des cuisses énormes mais pas de haut ou l'inverse. Enfin, d'avoir une certaine harmonie, quoi. Et ça, malheureusement, un sport ne peut pas le faire. Il y a que une forme, le fitness type body fitness, on va dire. J'aime bien ce mot plus que bodybuilding qui fait un peu trop lourd et trop culturiste, trop péjoratif. Mais le body fit, quoi, on va dire, c'est beaucoup plus adapté. Où on travaille son muscle pour une harmonie, pour une forme, et pour la forme aussi, santé et tout, puisque ça marche aussi, hein. Faut pas croire que celui qui fait de la muscu pour ça ne va pas avoir les avantages santé qu'aurait eu le crossfitter ou je sais pas quoi. Ça marche aussi. Et j'ai aucun mépris pour les crossfitters, ni les aéroxeurs, ni tout ce que vous voulez. Je pense qu'on partage les mêmes outils et qu'on est juste, on a juste des objectifs différents, c'est tout. Mais on partage tous, pardon, les mêmes outils, donc on ferait mieux de se rassembler au lieu de se taper, les uns sur les autres. C'est juste qu'il faut comprendre que, les objectifs ne sont pas les mêmes et donc les résultats seront forcément pas toujours les mêmes. Voilà. Donc n'hésitez pas à les voir, ça s'appelle «Comment rester sec et musclé toute l'année sans faire n'importe quoi». Vous avez un lien, vous cliquez, vous accédez. Enfin bon, voilà, vous connaissez la mayonnaise et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.